Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Rien de plus invitant et chaleureux que l'odeur d'une fournée de pain qui cuit, surtout lorsqu'elle cuit directement dans un four à pain. Cette odeur, plusieurs d'entre vous l'ont retrouvée et la retrouvent encore en parcourant l'avenue Royale à la hauteur de Château-Richer, à la boulangerie chez Marie. Logée dans une maison de pierre de plus de 360 ans, la boulangerie a marqué la Côte-de-Beaupré par ses 4 générations de boulangères. Cette semaine, nous avons le privilège de rencontrer Mme Anne-Marie Mercier. Bonne émission. Bien, bonjour, bonjour Mme Mercier. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, votre parcours? Moi, je m'appelle Marie Mercier. Je suis venue au monde ici à Château-Richer. Je suis venue au monde même dans la maison ici. Je suis venue au monde dans la chambre d'en bas qui appelait. Puis, je suis grandie ici. Je suis allée à l'école, la petite école Durand, c'est pas Durand, mais la petite école pas loin d'ici. Ensuite, pour faire mes études, je suis allée à l'Institut Thomas pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai travaillé au syndicat de Québec pendant 11 ans. Et ensuite, quand ma grand-mère est morte, pas ma grand-mère, mais ma mère, j'ai pris le commerce à sa place. OK. Parlez-moi un petit peu de vos grands-parents. Quels souvenirs vous avez d'eux? Si on remonte là, au plus loin, vos plus vieux souvenirs, Ouais, qu'est-ce que c'est? Mes grands-parents, c'était des gens, des bons gens. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais 6 ans, puis j'arrivais, puis je prenais ma bouteille de lait encore assise sur ma grand-mère, parce que ma grand-mère ne marchait pas. OK. Elle était 34 ans sans marcher, puis j'étais toujours avec elle. Du grand-père, pareil, c'était des bons grands-parents. Comment ils s'appelaient? Mon grand-père s'appelait Alfred Turgeon, et ma grand-mère, Marie Rancourt. OK. Puis vous dites qu'elle ne marchait pas. Qu'est-ce que... Non, dans ce temps-là, il appelait ça du rhumatisme inflammatoire. Fait qu'elle a eu ça, puis elle a 34 ans sans marcher. Ah oui. Oui. Donc, dans le fond, vous avez grandi ici, vous Oui. êtes une famille On était 2, nous. Ma mère est restée ici après que mon père était mort pour aider ma grand-mère. C'est comme ça qu'on a vécu, on a grandi ici. OK. Vous étiez deux enfants. 2 enfants, OK. un gars et une fille. Quel souvenir vous avez de votre enfance à Château-Richer? Comment c'était là, quand vous étiez petite à Château-Richer? Bien, c'est sûr que c'était pas comme aujourd'hui. Mais il y avait on jouait pareil. C'était bien, c'était, je sais pas comment dire. Dites-moi d'un petit peu. Où vous vous amusiez? Est-ce que vous vous amusiez par rapport à l'eau ou dans les côtes? On s'amusait ici, dans le chemin, premièrement. On jouait au bowling dans le chemin. Au bowling. Qu'est-ce que c'est? Des bowling. Hey, je pense que je sais pas c'est quoi. Tu connais pas c'est quoi des bowling? C'est des billes. Des billes. Ben, ça se peut que je sache pas c'est quoi. Ah, ça se peut, toi, t'es jeune. Fait que vous jouez aux billes. Au bowling, aux billes. Aux billes. Oui. Mais les gens de mon âge vont comprendre mieux les bowling. Ben oui. Puis c'était quoi ce jeu-là? On jouait, on mettait une bille dans le chemin, là. Puis quand on arrivait, on tirait les autres pour essayer de la taguer, puis on l'envoyait pour qu'elle parte. Un peu comme le principe de la pétanque. Peut-être, mais c'était avec des petits boulets. OK. OK. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la boulangerie? Comment ça Ma commence? grand-mère a commencé, elle marchait dans ce temps-là, quand elle allait élever ses enfants. Puis elle faisait du pain pour la famille dans le four dehors. Puis les quelques autos qui passaient, il n'en passait pas beaucoup, ils arrêtaient pour en acheter. Puis là, une bonne journée, elle a dit à mon grand-père, elle a dit, si on en faisait plus, bien, peut-être qu'on ferait un peu de sous avec ça. C'est comme ça que ça a commencé tranquillement. Fait que là, on parle des années... 90 à 100 ans. Ah oui. Donc là, elle a commencé à en faire, et là, comment elle était installée au départ? Bien, comment elle était installée, ça, elle avait juste... il faisait pétrir ça à la main. Il mettait ça dans les plats, puis il attendait. Mais après ça, il a acheté un petit pétrin, un petit pétrin tout petit.
qui faisait le pain avec ça. Puis après ça, nous, ben, on a acheté un plus gros. Puis c'est comme ça que ça a commencé la boulangerie. Ah oui. Puis parlez-moi de vos parents. Oui, mon père est mort, il avait 35 ans, il est mort dans un accident de camion. Mais ma mère est décédée en 78, à l'âge de 68 ans. C'est pas vieux non plus. Non, c'est ça. Mais elle a fait du pain toute sa vie aussi, avec ma grand-mère. Il était jeune dans le temps. Puis ses sœurs, il était 8 filles et 2 garçons, OK. vivants. Fait qu'ils ont fait du pain, toutes les filles ont fait du pain. Oui. Fait que ça marchait bien aussi dans ces années-là. Oui, Là. oui. Donc, votre mère, c'est elle qui a comme repris le commerce. C'est elle qui faisait tout dans le commerce, oui, avec ses sœurs. OK. Il y avait plusieurs personnes qui faisaient des tapis crochetés, ils faisaient des os, ils faisaient des chevreuils, qui faisaient des battes à la noix, qui appelaient à une petite fille qui avait un noix en avant qui courait. Puis ça, c'était bien la mode. N'importe qui en faisait, puis ils venaient les porter ici pour les vendre. Maman le vendait, puis elle leur donnait l'argent après. Ah oui. Oui. Est-ce que votre mère en faisait aussi? Maman, non. Non, elle avait d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui. Donc, tantôt, vous avez évoqué un petit peu l'école où vous alliez. Oui. Parlez-moi de cette école-là. C'est une petite école ici. La petite école n'est pas loin d'ici. La maîtresse restait dans l'école. Elle restait au deuxième, puis la première, deuxième, troisième, quatrième année ensemble. Cinquième, sixième, septième année ensemble. Il y avait juste 2 classes. Puis ça prenait, c'était bien, c'était quelque chose. Mais c'était pas comme aujourd'hui, là. Écoute, là, les jeunes, il y avait des jeunes qui étaient bien mal commodes, puis ils allaient faire des coups à maîtresse le soir, Comme? puis faire peur. Ah oui, je te dis que ça a bien changé. Ça, c'était des affaires de petits garçons. Ah oui, c'était pas des petites filles, c'était juste des petits garçons qui faisaient ça. Parlez-moi du lieu où on est en ce moment. Ici c'est une rallonge qui a été faite, ce côté ici. Mais de l'autre côté, c'est la vieille maison, toute faite en pierre. Vous pouvez voir les châssis, ça a 2 pieds de large. Puis c'est tout... c'est fait en même temps que le caveau à légumes. Je ne sais pas si vous avez vu le caveau à légumes en avant. C'est la même année, presque les mêmes années que ça a été fait. Il fallait qu'ils soient bons, ceux qui faisaient les maisons dans ce temps-là. Parce que ça n'a pas parti, puis ça ne partit pas pour demain que ça va partir. Hein? Puis à quel moment vous avez décidé vous avez repris officiellement? Est-ce que c'était après votre mariage? Non, j'ai arrêté... c'était après, oui, là. Je me suis mariée en 63. Puis j'ai commencé à travailler avec ma mère. Même si je travaillais au syndicat, je travaillais les fins de semaine avec ma mère. OK. Après ça, j'ai commencé à plein temps avec ma mère. Faire le pain puis tout ça. Donc, c'est un peu... vous avez décidé oui et non, c'était comme ça, vous alliez... On n'avait pas à décider. Fallait le faire parce qu'elle était toute seule. Il fallait que quelqu'un y aide, hein. Puis après, toutes ses sœurs sont venues. Même si c'était marié, ils venaient passer l'été ici. Puis ils venaient y aider, puis on était tous ensemble. C'était des vraies familles d'avant. Parce que faire le pain, là, c'est quoi une journée de... J'ai commencé à 4h30 le matin. Puis t'as fini juste vers 10h30, 11h le matin. Fait que c'est quelque chose. C'est un travail qui est ardu, qui est dur. Les fins de semaine, on en faisait une centaine de pains. Puis, toutes ces recettes, c'est des choses que... C'est la recette de mes grands-parents. La recette que ma mère avait, c'était la recette de ma grand-mère. Tout ça. Vous avez rien changé ou... Non, j'ai rien changé. Excepté qu'on a fait plus de sortes. Ma grand-mère faisait du pain blanc seulement. Nous, on fait du pain blanc, du pain brun, du pain au fromage, du pain au raisin. Mais eux autres, c'était juste une sorte. Mais c'est ça qu'il y avait, le pain, la farine blanche. Pouviez-vous m'expliquer, en fait, qu'est-ce que c'était une journée de travail, là? Bien, c'est de faire le pain. Ensuite, après 1 heure, il faut que tu le recales. Ensuite, il faut que tu le mettes dans les tôles. Ensuite, il faut que tu le laisses lever. Il faut que tu chauffes ton four pendant 3 heures de temps. Il faut que tu fasses cuire pendant 1 heure. Tu l'enlèves. Fait que là, ça prend au moins 6 heures. Fait qu'on est rendu à 10h30, 11h le matin. Fait que attendre après tout ça, c'est une grosse journée. En plus de l'ouvrage. C'était une grosse journée. En plus de le vendre, de tout nettoyer. Oui, de tout nettoyer, c'est ça. Le four, le vieux four, c'est lui qui est en avant. Là, on ne cuit plus dedans parce qu'il faut traverser le chemin avec le pain.
Mais ils ont toujours cuit là-dedans. Il est âgé aussi, il a bien 150 ans, 200 ans. Puis c'est ça, là, aujourd'hui, on ne cuit plus parce qu'il y a comme un petit creux dedans, là. Ah, OK. Oui, mais c'est parce que il était fait en briques ordinaires, tandis que l'autre est fait en briques à feu. Ça fait un gros changement. OK. Puis qu'est-ce que vous aimiez le plus dans ce travail-là? Faire le pain. Faire la pâte, là. Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. J'aime encore ça aujourd'hui. La pétrir? Oui, la pétrir puis la mettre dans les tôles pour qu'il lève, là. Ça, j'aimais ça. Parlez-moi de la rencontre avec votre conjoint. Dans le fond, comment ça s'est passé? Moi, il travaillait au Syndicat de Québec aussi. Puis moi, je travaillais là, puis on s'est rencontrés là. Voilà, c'était pas à la porte, parce qu'il venait de Ville-Vanier, puis moi d'ici. Mais c'est venu rester ici. OK. Parlez-moi de votre mariage. Le mariage, ça fait 52 ans. Ça fait 52 ans hier. Puis, c'est ça, c'était marié à l'église Château-Richer. On a fait un petit voyage de noces au chute Niagara. Ah oui, OK. Oui. Puis ensuite, on a continué à travailler ici. Donc, lui s'en est envenu ici. Oui. Est-ce qu'il vous a aidé à... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas... je ne sais pas s'il n'aimait pas ça ou non. Parlez-moi de vos enfants. Oui, on a eu 2 enfants, Sylvie puis Stéphane, qui sont avec moi toujours. Ils travaillent. Sylvie travaille avec moi. Stéphane aussi. Il travaille sur la terre, Stéphane aussi. Parlez-moi justement de la sucrerie, du temps des sucres. Dans le fond, vous avez toujours connu... Mon grand-père faisait du sucre, il faisait du sirop d'érable. Mon oncle aussi, il en faisait. Là, c'est mes oncles qui en ont fait. Mais maintenant, nous autres, on n'en fait plus. Ben. On fait juste un petit peu pour nous autres ici. Parce que c'est beaucoup d'ouvrages. Hein? Il faut être plusieurs. Aujourd'hui, trouver du monde pour travailler, c'est dur. Comment c'est venu parce que vous pouvez me parler un petit peu de vos produits. Je sais que, bon, vous êtes reconnu pour la boulangerie, mais aussi, justement, pour Le beurre d'érable. Parlez-moi-en donc de ce beurre d'érable. Le beurre d'érable, c'est ça. Ça, on en fait. On garde notre sirop pour faire le beurre d'érable. Parce que les autres choses, on en vend, mais de d'autres producteurs. Mais le beurre d'érable, c'est à nous. Quand je suis petite, ma grand-mère mettait de la tartinade de sucre sur le pain. C'était pas du beurre d'érable, mais le monde aimait ça quand même. Puis quand ils ont commencé à faire du beurre d'érable, bien là, ils ont mis du beurre d'érable. Mais là, c'était plus pareil. Hein. Là, c'était bon. Là, ça fait qu'ils ont dit, on va en faire pour vendre. Puis c'est comme ça que ça a commencé. OK. Quel souvenir vous en avez? Bien, j'aimais ça parce qu'on montait à la cabane à pied. On allait manger, spécialement pour manger là, à la cabane. Et mon grand-père, il avait une petite table, là, il nous faisait des œufs dans le sirop d'érable, puis des patates, puis on aimait ça comme des fous. Puis c'est pour ça, on allait presque là juste pour ça. Puis on redescendait par après parce que mon grand-père n'a jamais fait de partie de sucre. Ah. C'est une cabane à sucre familiale. OK. Il n'y a pas d'étrangers qui venaient... Non. OK. Est-ce que, justement, le boulevard, la construction du boulevard Sainte-Anne, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, la construction du boulevard Sainte-Anne, quand ça a été construit, là, les gens ne pensaient jamais que ça allait venir de même, un gros boulevard. C'est parce qu'il n'y a pas ça pas grand machine, pas trop, mais venir comme ça, là, les fins de semaine, tu voyais ça. C'est plein d'autos. Ça fait des gros bouchons. Ah, ça, c'est un gros changement. Comment vous la décrivez, la Côte de Beaupré? Qu'est-ce que c'est pour vous, la Côte de Beaupré, quand les gens vous demandent « C'est quoi ça, la Côte de Beaupré? » Bien, on leur dit que c'est la plus belle place. Quand ils vont sur la Côte de Beaupré, toutes les paroisses, c'est toutes des belles paroisses. C'est tout bien arrangé, toutes les maisons sont bien fleuries. C'est beau, c'est attrayant de passer sur la Côte de Beaupré. Puis je dis souvent aux gens, prenez pas le boulevard, vous voyez rien, passez sur l'avenue Royale. Je dis ça souvent aux gens. Ah oui. Donc, le carême? Oui, puis il y avait la mi-carême. La mi-carême, ça, c'était plaisant. Il y avait du monde qui faisait la mi-carême, ils s'habillaient avec un masque, puis ils allaient rentrer dans les maisons, puis ils allaient danser. Il y en avait tellement là, qu'il y a un groupe qui sortait, puis les autres attendaient à la porte pour rentrer. Ah, c'était voyant. Puis moi, j'avais peur de ça, hein, des mi-carême. Parlez-moi un peu de vos enfants, quand vous avez eu vos enfants. Parlez-moi de la façon de s'occuper des enfants, comment c'était à l'époque. Il y avait quelqu'un qui vous aidait un peu à vous relever? Moi puis ma mère. Oui. On avait juste moi puis ma mère. Puis c'est eu des bons enfants. Ils pleuraient pas. Puis, ils pleuraient comme tout le monde, là, mais ils pleuraient pas. Puis
Ils jouaient dehors, les deux. Ils ont toujours joué les deux ensemble dehors. Sylvie habillait Stéphane comme une petite fille. Puis c'était comme... Ils ont toujours joué dehors, tous les deux. Super. Dans le fond, ici, on est dans une maison, on l'a dit, une des plus vieilles maisons de la Côte-de-Beaupré. Oui. Vous avez, les bâtiments de la ferme, le four à pain. Oui. Puis vous avez aussi le caveau à légumes. Oui. Parlez-moi de ce caveau-là. Le caveau à légumes, dans l'ancien temps, c'était le frigidaire. Hein? Nous autres, on met nos choses dedans aussi. On met notre beurre d'érable, on met notre sirop. On met nos liqueurs quand ça arrive. Là, quand on les transfère de la cave ici dans la maison, ils sont froides. Ça, tu rentres dans ça, l'été, c'est frais. Puis l'hiver, tu sens une chaleur quand tu rentres là-dedans. Puis c'est froid. Parce que c'est plus froid dehors qu'en dedans. Ah oui, ça c'est une belle acquisition. C'est quelqu'un qui est capable de s'en faire un aujourd'hui, un caveau comme ça, là. C'est tout en pierre. Tout partout, puis c'est grand là-dedans. Ah oui. Donc, vous vous en servez encore? Ah oui. On s'en sert certain. Donc, il a été restauré? Il a été restauré la même année que tous les caveaux à légumes sur la côte. Mais juste le dehors, la façade, il a été restauré. Pas le dedans. Comment c'est à l'intérieur? C'est tout grand. C'est comme, tu vois la grandeur, là. C'est tout comme ça. C'est tout grand comme ça, puis ça recule. C'est à peu près aller jusque là, la profondeur. Est-ce qu'il faut entretenir? Le dedans? Non. Tout est... Tout reste comme ça. C'est du ciment puis de la terre. OK. Donc, c'est quand même un élément important aussi Ah oui. Nous autres, on met tout là-dedans. Tout ce qui a besoin de fraîcheur, on met tout ça là. Ah oui. Si on parle des endroits importants sur la Côte-de-Beaupré, selon vous, qu'est-ce que c'est les éléments importants, là, comme par exemple la basilique? Oui. Est-ce que vous y alliez à la basilique? Ah oui. Ah oui, on allait avec l'autobus du pont qui part tous les dimanches matin, il était ici à 8 h pour nous amener à la messe à Sainte-Anne. Parce que nous, on est situés entre les deux paroisses. Fait qu'on pouvait aller à une ou à l'autre. Mais ça nous accommodait bien d'aller à Sainte-Anne parce qu'il y avait l'autobus qui allait juste là. Ah oui. C'est pour ça. Donc, c'est un point important. Puis encore aujourd'hui, la basilique, c'est... Oui, ah oui. La basilique, s'il n'y avait pas de basilique, il n'y aurait pas de touristes à Côte-de-Beaupré, à peu près pas, hein? C'est encore aujourd'hui, ça amène beaucoup. Oui, c'est ça qui amène le monde à Sainte-Anne. C'est ça, Mais c'est à Côte-de-Beaupré, là, mais qu'est-ce que... Je veux dire le parcours touristique. Ils vont au chute Montmorency, ils vont au Cuivre d'Or, ils vont à Sainte-Anne, ils vont passer un bout de temps, ils vont chez Paré, Atelier Paré, ils arrêtent ici puis ils retournent à Québec. Ah oui. Oui, ça c'est le parcours touristique. Mais, puis M. Paré, chez M. Paré, c'est des nouveaux qui sont là, mais avant M. Paré, ça fait longtemps que ça existe aussi. Ben oui. Donc ça, c'est le parcours typique là, de... Oui, c'est ça. Vous, le tourisme, dans le fond, ça a toujours été très important ici. Oui. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de personnes que vous pouvez recevoir ici? Je ne sais pas, j'ai jamais compté, mais il y a des années qu'on a reçu beaucoup. Ah oui. Oui, maintenant, il y en a moins. Il y en a encore, mais il y en a moins. Parlez-moi de votre collection de... De macarons? Oui. C'est tous des chauffeurs d'autobus. Il y en a à peu près entre 9 000 et 10 000. Donc, quand vous receviez Un nouveau chauffeur. Vous le On photographie, puis on le met sur un macaron, puis on le colle sur les panneaux. D'où c'est parti? Ma mère qui a parti ça. Parce qu'elle dit ça va faire de la publicité, ils vont revenir, ils vont vous voir se trouver, ils vont montrer le monde ce qu'ils sont, essayer de me chercher. C'est ça qu'ils font. Le faites-vous encore? Oui. Ah oui. Là aussi, à Rivière-aux-Chiens, il y avait un rond de glace qui appelle. Il y avait les jeunes, les gars de 15, 16, 17 ans qui jouaient au hockey. Puis mon frère, justement, était dans ça, il s'appelait les volets de la Rivière-aux-Chiens. Les volants de la Rivière-aux-Chiens. Puis ça attirait du monde. Pour le temps, ça attirait beaucoup de monde. Ah oui, donc ils jouaient contre... Contre Beaupré, contre Sainte-Anne, contre Montmorency, contre Château. Ah oui, ça jouait, puis c'était des vraies rivalités. Qu'est-ce que vous voulez dire par des vraies rivalités? Des fois, il y avait des petits cognages assez forts. Puis vous alliez voir ça? Oui.
Mais j'aimais ça, le hockey. J'ai toujours aimé ça, le hockey. C'est vrai? Oui. Évidemment, c'était juste un jeu d'hommes. Oui, il n'y avait pas de femmes dans le temps. Parlez-moi de leur chandail. Le chandail, c'est comme un chandail fait à la main, mais je pense que c'était en laine, là. Mais c'était marqué les volants dessus. Mais c'était des beaux chandails qu'il y avait, comparé à aujourd'hui, là. Juste des chandails de la Ligue nationale. Ça, c'était fait pour eux autres. Puis c'est écrit R-A... Rivière-aux-Chiens. R-A-C sur les chandails. Donc, vous avez votre frère qui... Oui, qui jouait pour ça. Dans. Puis ça a duré combien de temps? Quelques années. Ah oui. Ça avait duré 4-5 ans. Parce que c'est ça, entre Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a... La Rivière-aux-Chiens. Rivière-aux-Chiens, puis une petite communauté, en fait, un petit... Bien, il y a des gens qui restent à Maintenant, c'est Saint-Anne-Ouest, mais avant, c'était Rivière-aux-Chiens. Les gens, Rivière-aux-Chiens étaient pas mal... C'était quelque chose, là, Rivière-aux-Chiens. Il y avait une école là-bas? Ou... Ben, elle était plus loin, l'école. OK. OK. Je vais vous montrer des photos d'époque. Oui. Si vous pouviez m'en parler. Ça, c'était une photo de ma mère qui elle faisait le pain de l'autre côté de la rue, avec les petits magasins. Elle vendait des couvertes, ils vendaient des bas, ils vendaient des tapis. C'est encore ma mère qui est là. Ça, c'est beau. C'est ma mère avec le vieux four à pain. C'est beau, hein? Oui. Vous avez quand même des belles photos. Vous avez gardé des... Oui. Vous souvenez-vous qui avait un appareil photo Non. pour... C'était pas ici, certain. Ma mère avec une des plus jeunes de ses sœurs. C'était vraiment une affaire de famille. Oui. Ça, c'est encore deux de mes tantes, Simone puis Marie-Claire. Ma mère encore avec des Américaines. Vos tantes, elles ont resté ici. Mes tantes étaient mariées. Il y en avait une, surtout, elle était mariée, elle avait deux enfants, puis elle venait passer les étés ici pour travailler avec ma mère. Ça, c'était ma mère avec la maison, puis mon grand-père était en arrière avec les chevaux. Les chevaux venaient en avant dans le temps. Puis aujourd'hui. Ils mettaient les chevaux en avant pour... Bien, parce qu'ils devaient venir de travailler avec. C'est ça. Le monde voulait les poser. Ça, c'est encore le four à pain. Tu le montres encore, celle-là? C'est correct. Mais ça, c'est beau. Donc maintenant, vous cuisez la fin de semaine? On cuit tous les jours, mais on cuit la fin de semaine quand il fait beau dans le four dehors. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été vraiment intéressant. J'espère que ça fera l'affaire. C'est sûr que ça va faire l'affaire. C'est sûr. C'est bien. Donc, on souhaite longue vie. Longue vie. À chez Marie. À chez Marie. Santé pour vous aussi. Oui, c'est ça qui est le plus important. C'est ça. Bread is considered one of the milestones in the development of human civilization. It's where historians draw the line between hunting and gathering nomads and groups patient enough to cultivate and harvest a crop of grain. Lots of different kinds of people have learned to make bread in lots of different places with their own unique ingredients and methods. So almost every region has its own distinctive bread styles. The farmland surrounding Chateau Richer, a small Quebecois village along the banks of the mighty St. Lawrence River, are no exception. My grandmother used to make the bread like that. And after that was my mother and my aunts. They make always the same recipe. Always the round loaf like that. Marie Mercier is owner of Chez Marie, a rustic boulangerie or bakery just outside Chateau Richer. Her family has been making this bread for themselves and neighbors for generations. The two loaves baked together in one pan are called pain fesse, which translates roughly to bum bread for more or less obvious reasons.
Just as her grandparents did, Marie bakes her bread outdoors in a primitive wood-fired oven. That's the bread that my grandparents used to make. It's the old recipe. We call that pain fesse. It's homemade bread. Originally, the Merciers baked exclusively for themselves and neighbors. Ovens like this are in short supply, so families would take turns baking their own week's supply of bread. Marie still thinks of her bakery as a source of good bread for her and her neighbors. What's changed is that these days, her neighbors seem to be coming from farther and farther away. They used to make the bread for the family, and they were making the bread outside. And the few cars that were passing by, they stopped to buy bread. So they say, maybe we can make more to sell them. So they start like that with make like maybe 25 loaves a week. These days, when tourist season is in full swing, Marie will make as many as 100 loaves a day and as many as 8 varieties. Today, she's making her classic white bread. This batch will yield 25 loaves, and she'll sell it all today. The ingredients include little more than flour, water, and yeast. The bread's distinctive texture and flavor are the result of what Marie does with those ingredients. First, the kneading and shaping by hand. Next, a leisurely rise of a couple hours or more. While the yeast creates carbon dioxide in the bread to make it rise, Marie heats up her oven. Scraps of pine work best by burning quickly and giving off lots of heat. Marie senses by hand and experience when the oven is just right. Then she scrapes out the live coals and ashes to make room for the bread. That's homemade bread. The best bread in the world. Baking is also done without timers or gadgets because every day and every season is different. Marie knows when the bread is done. I make the same bread, the same dough in the electric oven, but it's not the same taste. That's why the people come from all over to buy my bread, because it's cooked in an outside bread oven. It's hard to explain what old-fashioned tastes like, but once you've had it, you know. The hot masonry of this oven heats differently from the gas or electric contraptions most of us are used to. In this oven, the bread gets an initial flash of high heat, which helps form the crust. To bake inside, the bread needs less heat over time, which is fine because the masonry is cooling ever so gradually. At Chez Marie, the result is a variety of hearty, healthy breads with a taste all their own. Marie bakes whole wheat, 5-grain, maple, which is a Quebec specialty, and other kinds of specialty breads throughout the year.